Les trappeurs de l'Arkansas, un roman de Gustave Aimard. Partie 2, chapitre 5. L'Alliance. Il nous faut maintenant revenir au cœur loyal. Après avoir marché une dizaine de minutes à peu près devant lui, sans même se donner la peine de suivre un de ces innombrables sentiers qui sillonnent les prairies dans tous les sens, le chasseur s'arrêta, posa la crosse de son fusil à terre, regarda avec soin de tous les côtés, prêta l'oreille à ces 1000 bruits du désert qui tous ont une signification pour l'homme habitué à la vie des prairies, et probablement satisfait du résultat de ses observations, il imita à 3 reprises différentes, à intervalles égaux, le cri de la pie, avec une telle perfection que plusieurs de ces oiseaux, cachés au plus épais des arbres, lui répondirent immédiatement. À peine le 3e cri avait-il fini de vibrer dans l'air que la forêt, muette jusque-là, et qui semblait plongée dans la solitude la plus complète, s'anima comme par enchantement. De toutes parts, se levèrent du milieu des broussailles et des herbes où ils étaient enfouis, une foule de chasseurs aux traits énergiques, aux costumes pittoresques, qui formèrent en un instant un cercle épais autour du chasseur. Le hasard voulut que les 2 premiers visages qui frappèrent la vue du cœur loyal furent ceux de l'élan noir et de No Eusebio, postés tous deux à quelques pas de lui seulement. « Oh !» fit-il, en leur tendant la main avec effusion. « Je comprends tout, mes amis. Merci. Merci 1000 fois de votre concours cordial. Mais grâce à Dieu, votre secours ne m'est plus nécessaire. »« Tant mieux, » fit l'élan noir. « Ainsi, vous avez réussi à vous sortir des mains de ces peaux rouges endiablées ?» lui demanda le vieux serviteur avec intérêt. « Ne dites pas de mal des Comanches, » répondit en souriant le cœur loyal. « Ce sont maintenant mes frères. »« Parlez-vous sérieusement ?» s'écria vivement l'élan noir. « Seriez-vous réellement bien avec les Indiens ? Vous en jugerez vous-même. La paix est faite entre eux, moi et mes amis. Si vous y consentez, je compte vous présenter les uns aux autres. Ma foi, dans les circonstances présentes, il ne pouvait rien nous arriver de plus heureux, dit l'élan noir. Et puisque vous êtes libres, nous allons pouvoir nous occuper d'autres personnes qui sont en ce moment en grand péril et qui probablement ont un pressant besoin de notre aide. Que voulez-vous dire ? Demanda le cœur loyal avec une curiosité mêlée d'intérêt. Je veux dire que des gens auxquels vous avez déjà rendu un immense service pendant le dernier incendie de la prairie sont en ce moment cernés par une bande de pirates qui ne tarderont pas probablement à les attaquer, si ce n'est déjà fait. « Il faut voler à leur secours !» s'écria le cœur loyal, avec une émotion dont il ne fut pas le maître. « Pardieu, c'est bien notre intention, mais nous voulions d'abord vous délivrer, cœur loyal. Vous êtes l'âme de notre association. Sans vous, nous n'aurions rien pu faire de bon. Merci, mes amis, mais à présent, vous le voyez, je suis libre. Ainsi, rien ne nous arrête plus. Nous allons partir. »« Pardon, » reprit l'élan noir, « mais nous avons affaire à forte partie. Les pirates qui savent qu'ils n'ont aucune pitié à attendre se battent comme des tigres. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de réussite. » « C'est juste. Mais où voulez-vous en venir ? » ?»« À ceci que, puisque vous avez fait en notre nom la paix avec les Comanches, il se pourrait que... »« Vous avez pardieu raison, l'élan noir, » interrompit vivement le cœur loyal. « Je n'y songeais pas. Les guerriers indiens seront heureux de l'occasion que nous leur offrirons de montrer leur valeur. Et ils nous aideront avec joie dans notre expédition. Je me charge de les décider. Suivez-moi tous. Je vais vous présenter à nos nouveaux amis. » Les trappeurs se réunirent et formèrent une troupe compacte d'une 40aine d'hommes. Les armes furent renversées en signe de paix, et tous, suivant les traces du chasseur, se dirigèrent vers le camp. « Et ma mère ?» demanda avec émotion le cœur loyal à No Eusebio. « En sûreté, dans la hutte de l'élan noir. »« Comment se trouve-t-elle ? » ?»« Bien. Quoique dévorée d'inquiétude, » répondit le vieillard. « Votre mère est une femme qui ne vit que par le cœur. Elle est douée d'un immense courage. Les plus grandes douleurs physiques glissent sur elle. Elle ne se ressent plus des atroces tortures qu'elle avait commencé à subir.
Dieu soit loué. Mais il ne faut pas plus longtemps la laisser dans cette transe mortelle. Où est votre cheval? Caché, ici, près. Prenez-le, et rendez-vous auprès de ma mère. Vous la rassurerez, et vous vous retirerez tous deux dans la grotte du Ver de Gris, où elle sera à l'abri de tout danger. Vous resterez avec elle. Cette grotte est facile à trouver. Elle est située non loin du rocher du bison mort. Du reste, lorsque vous serez arrivés à cet endroit, vous lâcherez mes rastreros, que je vous laisse. Ils vous y conduiront tout droit. Vous m'avez bien compris. Parfaitement. Partez donc alors. Nous voici au camp. Votre présence est inutile ici, tandis que là-bas, elle est indispensable. Je pars. Adieu. Au revoir. No Eusebio siffla les limiers qu'il réunit par une laisse, après avoir une dernière fois serré la main du jeune homme. Il le quitta, tourna à droite et reprit le chemin de la forêt, tandis que la troupe des chasseurs arrivait à l'entrée de la carrière où était dressé le camp des Indiens. Les Comanches formaient à quelques pas en arrière des premières lignes de leur camp un vaste demi-cercle, au milieu duquel se tenaient les chefs. Pour faire honneur aux arrivants, ils avaient revêtu leurs plus beaux costumes, ils étaient peints et armés en guerre. Le cœur loyal fit arrêter sa troupe, et continuant seul à marcher, il déploya une robe de bison qu'il fit flotter. La tête d'aigle quitta alors les autres chefs. Il s'avança de son côté au-devant du chasseur, en faisant, lui aussi, flotter une robe de bison en signe de paix. Lorsque les deux hommes furent à 3 pas l'un de l'autre, ils s'arrêtèrent. Le cœur loyal prit la parole. « Le maître de la vie, dit-il, voit dans nos cœurs. Il sait qu'au milieu de nous le chemin est beau et ouvert, et que les paroles que souffle notre poitrine et que prononce notre bouche sont sincères. Les chasseurs blancs viennent visiter leurs frères rouges. »« Qu'ils soient les bienvenus, » répondit cordialement la tête d'aigle en s'inclinant, avec la grâce et la noblesse majestueuse qui caractérisent les Indiens. Après ces paroles, les Comanches et les chasseurs déchargèrent leurs armes en l'air, en poussant de longs cris de joie. Alors, toute étiquette fut bannie. Les deux troupes se mêlèrent et se confondirent si bien qu'au bout de quelques minutes elles n'en formaient plus qu'une seule. Cependant, le cœur loyal, qui savait, d'après ce que lui avait dit l'élan noir, combien les moments étaient précieux, avait pris la tête d'aigle à part, et il lui avait franchement expliqué ce qu'il attendait de sa tribu. Le chef sourit à cette demande. « Mon frère sera satisfait, dit-il, qu'il attende un peu. » Quittant alors le chasseur, il rejoignit les autres chefs. Le crieur monta bientôt sur la véranda d'une hutte et convoqua à grands cris les guerriers les plus renommés à une réunion dans la case du conseil. La demande du cœur loyal eut l'approbation générale. 90 guerriers d'élite, commandés par la tête d'aigle, furent désignés pour accompagner les chasseurs et coopérer de tout leur pouvoir au succès de leur expédition. Lorsque la décision des chefs fut connue, ce fut une joie universelle dans la tribu. Les alliés devaient se mettre en route au soleil couchant afin de surprendre l'ennemi. L'on dansa, avec toutes les cérémonies usitées en pareil cas, la grande danse de guerre, pendant laquelle les guerriers répètent continuellement en chœur « Wabimdam, kitche manitou, agarmise hapitch, neatisom » c'est-à-dire « Maître de la vie, vois-moi d'un œil favorable, tu m'as donné le courage d'ouvrir mes veines. » Lorsqu'on fut sur le point de partir, la tête d'aigle, qui savait à quels ennemis dangereux il allait s'attaquer, choisit 20 guerriers sur lesquels il pouvait compter et les expédia en avant en éclaireur, après leur avoir donné du scoté wigwas, ou bois d'écorce, afin qu'ils pussent immédiatement allumer du feu pour avertir en cas d'alerte. Ensuite, il visita avec soin les armes de ses guerriers, et satisfait du résultat de son inspection, il donna le signal du départ. Les Comanches et les trappeurs prirent la file indienne, et précédés de leurs chefs respectifs, ils quittèrent le camp au milieu des souhaits et des exhortations de leurs amis, qui les accompagnèrent jusqu'aux premiers arbres de la forêt. La petite armée se composait de 130 hommes résolus, parfaitement armés, commandés par des chefs que nul obstacle ne pouvait arrêter, nul péril faire reculer. Les ténèbres étaient épaisses,
La lune voilée par de gros nuages noirs, qui couraient lourdement dans l'espace, ne répandait, par intervalles, qu'une lueur blafarde et sans rayonnement, qui, lorsqu'elle disparaissait, donnait aux objets une apparence fantastique. Le vent soufflait par rafales et s'engouffrait dans les ravins, avec de sourds et plaintifs murmures. Enfin, cette nuit était une de celles qui, dans l'histoire de l'humanité, semblent destinées à voir s'accomplir de lugubres tragédies. Les guerriers marchaient silencieux. Ils paraissaient dans les ténèbres une foule de fantômes échappés du sépulcre, se hâtant pour accomplir une œuvre sans nom, maudite de Dieu, que la nuit seule peut abriter de son ombre. À minuit, le mot de halte fut prononcé à voix basse. On campa, pour attendre des nouvelles des éclaireurs. C'est-à-dire que chacun, s'enveloppant tant bien que mal, se coucha où il se trouvait afin d'être prêt au premier signal. Aucun feu ne fut allumé. Les Indiens, qui comptent sur les éclaireurs, ne posent jamais de sentinelles lorsqu'ils sont sur le sentier de la guerre. 2 heures se passèrent. Le camp des Mexicains n'était éloigné que de 3 milles au plus. Mais avant de se risquer plus près, les chefs voulaient s'assurer que la route était libre. Au cas où elle ne le fût pas, quel était le nombre des ennemis qui leur barraient le passage, et quel plan d'attaque ils avaient adopté. Au moment où le cœur loyal, dévoré d'impatience, se préparait à aller lui-même à la découverte, un frôlement presque imperceptible d'abord, mais qui peu à peu augmenta dans d'énormes proportions, se fit entendre dans les broussailles, et 2 hommes parurent. Le premier était un des éclaireurs Comanches, l'autre était le docteur. L'état dans lequel se trouvait le pauvre savant était digne de pitié. Il avait perdu sa perruque, ses vêtements étaient en lambeaux, son visage bouleversé par la terreur. Enfin, toute sa personne portait des traces évidentes de lutte et de combat. Lorsqu'il arriva devant la tête d'aigle et le cœur loyal, il tomba le visage contre terre et s'évanouit. On s'empressa de le rappeler à la vie. Chapitre 6. Le dernier assaut. Les lanceros postés derrière les retranchements avaient vigoureusement reçu les pirates. Le général, exaspéré par la mort du capitaine Aguilar, reconnaissant qu'avec de tels ennemis il n'y avait aucun quartier à attendre, avait résolu de résister quand même et de se faire tuer, plutôt que de tomber entre leurs mains. Les Mexicains, en comptant les péons et les guides sur lesquels on osait à peine se fier, n'étaient que 17, hommes et femmes compris. Les pirates étaient 30 au moins. La disproportion numérique était donc grande entre les assiégeants et les assiégés, mais grâce à la forte position du camp, assis au sommet d'un chaos de rochers, cette disproportion disparaissait en partie, et les forces se balançaient presque. Le capitaine Ouacteno ne s'était pas fait un instant illusion sur les difficultés de l'attaque qu'il tentait. Difficultés presque insurmontables dans un assaut franc et à découvert. Aussi avait-il compté sur une surprise et surtout sur la trahison du babillard. Ce n'avait été qu'entraîné par les circonstances, furieux de la perte que le capitaine Aguilar lui avait causée, qu'il s'était hasardé à donner l'assaut. Mais le premier moment d'effervescence passé, lorsqu'il vit que ses hommes tombaient comme des fruits mûrs autour de lui, sans vengeance et sans gagner un pouce de terrain, il se résolut non à la retraite, mais à changer le siège en blocus, espérant être plus heureux pendant la nuit par un hardi coup de main, ou en désespoir de cause, certain de réduire tôt ou tard les assiégés par la famine. Il croyait être sûr qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'être secouru, dans ces prairies, où on ne rencontre que des Indiens hostiles aux Blancs, quels qu'ils soient, ou bien des trappeurs et des chasseurs, qui se soucient fort peu de s'immiscer dans des affaires qui ne les touchent en rien. Sa résolution une fois prise, le capitaine la mit immédiatement à exécution. Il jeta un regard autour de lui. La situation était toujours la même, malgré des efforts surhumains, pour gravir la pente abrupte qui conduisait au retranchement. Les pirates n'avaient point avancé d'un pas. Dès qu'un homme se montrait à découvert, une balle partie d'une carabine mexicaine le faisait rouler dans un précipice. Le capitaine donna le signal de la retraite, c'est-à-dire qu'il imita le cri du chien des prairies. Le combat cessa aussitôt. Ce lieu, un instant auparavant si animé par les cris des combattants, les détonations des armes à feu,
retomba subitement dans le silence le plus complet. Seulement, aussitôt que les hommes eurent interrompu leur œuvre de destruction, les condors, les vautours et les urubus commencèrent la leur. Après les pirates, les oiseaux de proie, c'était dans l'ordre. Des nuées de condors, de vautours et d'urubus vinrent tournoyer au-dessus des cadavres, sur lesquels ils s'abattirent en poussant des cris aigus, et firent une horrible curée de chair humaine, à la vue des Mexicains qui n'osaient sortir de retranchements, et qui étaient forcés de rester spectateurs de cet horrible festin de bêtes fauves. Les pirates se rallièrent dans un ravin, hors de portée de fusil du camp, et ils se comptèrent. Leur perte avait été énorme. De 40, il ne restait plus que 19. En moins d'une heure, ils avaient eu 21 hommes tués, plus de la moitié de leurs troupes. Les Mexicains, à part le capitaine Aguilar, n'avaient ni morts ni blessés. La perte que les pirates avaient éprouvée leur donna à réfléchir. Le plus grand nombre était d'avis de se retirer et de renoncer au bénéfice d'une expédition qui offrait tant de périls et de si sérieuses difficultés. Le capitaine était encore plus découragé que ses compagnons. Certes, s'il ne s'était agi pour lui que de conquérir de l'or et des diamants, il aurait sans hésiter renoncé à ses projets, mais une autre raison, bien plus forte, le faisait agir, et l'excitait à tenter l'aventure jusqu'au bout, quelles que dussent être pour lui les conséquences. Le trésor qu'il convoitait, trésor d'un prix incalculable, c'était Doña Luz, cette jeune fille qu'une fois déjà à Mexico il avait sauvée des mains de ces bandits, et pour laquelle, à son insu, il s'était senti pris d'un amour effréné. Depuis Mexico, il la suivait pas à pas, épiant comme une bête fauve l'occasion de ravir cette proie, pour la possession de laquelle nul sacrifice ne lui coûtait, nulle difficulté ne lui semblait trop grande, nul danger ne pouvait l'arrêter. Aussi employa-t-il, auprès de ces bandits, toutes les ressources que la parole peut donner à un homme passionné, pour les retenir auprès de lui, relever leur courage, les déterminer enfin à tenter encore une attaque avant de se retirer, et de renoncer définitivement à cette expédition. Il eut beaucoup de peine à les persuader. Ainsi qu'il arrive toujours en pareilles circonstances, les plus braves avaient été tués. Ceux qui avaient survécu se sentaient peu disposés à s'exposer à un sort pareil. Cependant, à force d'instances et de menaces, le capitaine parvint à arracher aux bandits la promesse de rester jusqu'au lendemain et de tenter un coup décisif pendant la nuit. Ceci convenu entre les pirates et leur chef, Ouakteno ordonna à ses hommes de se cacher le mieux possible, surtout de ne pas bouger sans ordre, quelque mouvement qu'ils vissent faire aux Mexicains. Le capitaine espérait, en restant invisible, persuader aux assiégés que, rebutés par les énormes difficultés qu'ils avaient rencontrées, les pirates s'étaient résolus à la retraite, et s'étaient en effet retirés. Ce plan ne manqua pas d'adresse. Il obtint en effet presque le résultat que son auteur en attendait. Les feux rougeâtres du couchant teignaient de leurs derniers reflets la cime des arbres et des rochers. La brise du soir qui se levait rafraîchissait l'air. Le soleil allait disparaître à l'horizon dans un lit de vapeur pourprée. La tranquillité n'était troublée que par les cris assourdissants des oiseaux de proie, qui continuaient leur festin de cannibales, et se disputaient avec un acharnement féroce les lambeaux de chair qu'ils arrachaient aux cadavres. Le général, le cœur navré de ce spectacle douloureux, en songeant que le capitaine Aguilar, l'homme dont l'héroïque dévouement les avait sauvés tous, était exposé à cette horrible profanation, résolut de ne pas abandonner son corps et, coûte que coûte, d'aller le chercher, afin de lui donner la sépulture, dernier hommage rendu au malheureux jeune homme qui n'avait pas hésité à se sacrifier pour lui. Doña Luz, à laquelle il fit part de son projet, bien qu'elle en comprît les dangers, n'eut pas la force de s'y opposer. Le général choisit 4 hommes résolus, et escaladant les retranchements, il s'avança à leur tête vers l'endroit où gisait le corps de l'infortuné capitaine. Les lanceros restés au camp surveillaient la plaine, prêts à protéger énergiquement leurs hardis compagnons, s'ils étaient inquiétés dans leur pieuse mission. Les pirates, embusqués dans les fentes des rochers, ne perdaient pas un de leurs mouvements, mais ils se gardèrent de dénoncer leur présence. Le général put donc tranquillement accomplir le devoir qu'il s'était imposé. Le cadavre du jeune homme ne fut pas difficile à trouver. Il gisait,
à moitié renversé au pied d'un arbre, tenant un pistolet d'une main, son machette de l'autre, la tête haute, le regard fixe et le sourire sur les lèvres, comme si, même après sa mort, il défiait encore ceux qui l'avaient tué. Son corps était littéralement couvert de blessures, mais par un hasard étrange que le général remarqua avec joie, jusqu'à ce moment, les oiseaux de proie l'avaient respecté. Les lanceros placèrent le cadavre sur leurs fusils croisés et regagnèrent le camp au pas de course. Le général marchait à une courte distance en arrière, observant et surveillant les taillis et les fourrés. Rien ne bougeait. La plus grande tranquillité régnait partout. Les pirates avaient disparu sans laisser d'autres traces que leurs morts, qu'ils semblaient avoir abandonnés. Le général eut l'espoir que ses ennemis s'étaient retirés. Il poussa un soupir de soulagement. La nuit commençait à tomber avec sa rapidité habituelle. Tous les regards étaient attentivement fixés sur les lanceros qui rapportaient leur officier mort. Personne ne remarqua une vingtaine de fantômes qui glissaient silencieux sur les rochers et s'approchaient peu à peu du camp, auprès duquel ils s'embusquèrent en fixant des regards enflammés sur ses défenseurs. Le général fit placer le cadavre sur un lit de repos, dressé à la hâte, et prenant une bêche, il voulut lui-même creuser la fosse dans laquelle le jeune homme devait être déposé. Tous les lanceros se rangèrent autour, appuyés sur leurs armes. Le général se découvrit, prit un livre de prière et lut à voix haute l'office des morts, auquel sa nièce et des assistants répondaient avec onction. Il y avait quelque chose de grandiose et de touchant dans cette cérémonie si simple, au milieu de ces déserts, dont les 1000 voix mystérieuses semblaient moduler aussi une prière, en face de cette nature sublime, où le doigt de Dieu est tracé d'une manière si paisible. Ce vieillard à cheveux blancs, lisant pieusement l'office des morts sur le corps d'un jeune homme, presque un enfant, plein de vie quelques heures auparavant, ayant auprès de lui cette jeune fille et ses soldats tristes, pensifs, que le même sort menaçait peut-être bientôt, mais qui, calmes, résignés, priaient avec ferveur pour celui qui n'était plus. Cette prière suprême s'élevant dans la nuit, accompagnée par les plaintes de la brise du soir, qui paraissait frissonnante dans les branches des arbres, rappelait les premiers temps du christianisme, alors que persécuté et contraint de se cacher, il se réfugiait au désert, pour être plus près de Dieu. Rien ne vint troubler l'accomplissement de ce dernier devoir. Après que chacun des assistants eut une fois encore fait de tristes adieux aux morts, il fut descendu dans la fosse, enveloppé dans son manteau. Ses armes furent placées à côté de lui, et la fosse fut comblée. Une légère élévation du sol, qui devait bientôt disparaître, signala seule la place où reposait pour l'éternité le corps d'un homme, dont l'héroïsme ignoré avait sauvé par un dévouement sublime ceux qui lui avaient confié le soin de leur salut. Les assistants se séparèrent, en jurant de venger le mort, ou le cas échéant, de faire comme lui. Les ténèbres étaient complètement venues. Le général, après avoir fait une dernière ronde pour s'assurer que les sentinelles étaient bien à leur poste, souhaita le bonsoir à sa nièce et se coucha en travers de l'entrée de sa tente en dehors. 3 heures se passèrent, dans le plus grand calme. Tout à coup, semblable à une légion de démons, une vingtaine d'hommes escaladèrent silencieusement les retranchements, et avant que les sentinelles surprises de cette attaque subite pussent tenter la moindre résistance, elles furent saisies et égorgées. Le camp des Mexicains était envahi par les pirates, et à leur suite étaient entrés le meurtre et le pillage. Chapitre 7. Bataille. Les pirates bondissaient dans le camp comme des chacals, en hurlant et en brandissant leurs armes. Aussitôt que le camp avait été envahi, le capitaine avait laissé ses gens piller et tuer tout à leur aise. Sans s'occuper d'eux davantage, il s'était précipité vers la tente. Mais là, le passage lui avait été barré. Le général avait rallié autour de lui 7 ou 8 hommes. Il attendait les bandits de pied ferme, déterminé à se faire tuer avant de permettre qu'un de ces misérables touchât sa nièce. À la vue du vieux soldat, l'œil étincelant, le pistolet d'une main et l'épée de l'autre, le capitaine hésita.
Mais cette hésitation n'eut que la durée d'un éclair. Il réunit d'un cri d'appel une dizaine de pirates autour de lui. « Passage !» dit-il, en brandissant son machette. « Allons donc !» répondit le général, en mordant sa moustache avec fureur. Les deux hommes s'élancèrent l'un contre l'autre. Leurs gens les imitèrent. La mêlée devint générale. Alors s'engagea une lutte terrible et sans merci entre ces hommes qui savaient qu'ils n'avaient pas de pitié à attendre. Chacun cherchait à porter des coups mortels, sans se donner la peine de parer ceux qu'on lui lançait, content de succomber, pourvu que dans sa chute, il entraînât son adversaire. Les blessés essayaient de se relever pour enfoncer leurs poignards dans le corps qui combattait encore. Cette lutte atroce ne pouvait durer longtemps ainsi. Tous les lanceros furent massacrés. Le général tomba à son tour, renversé par le capitaine qui se jeta sur lui et le garrotta étroitement avec sa ceinture, afin de le mettre dans l'impossibilité de résister davantage. Le général n'avait reçu que des blessures légères, qui avaient à peine entamé les chairs. Le capitaine, pour certaines raisons connues de lui seul, l'avait efficacement protégé pendant le combat, parant avec son machette les coups que les bandits lui portaient. Il voulait prendre son ennemi vivant. Il avait réussi. Tous les Mexicains avaient succombé, il est vrai, mais la victoire avait coûté cher aux pirates. Plus de la moitié des leurs avaient été tués. Le nègre du général, armé d'une énorme massue qu'il s'était faite du tronc d'un jeune arbre, avait longtemps résisté aux efforts de ceux qui tentaient de s'emparer de lui, assommant sans rémission les imprudents qui s'aventuraient trop près de l'arme, qu'il maniait avec une dextérité peu commune. On était enfin parvenu à le lasser et à le jeter à demi étranglé sur le sol. Le capitaine lui avait sauvé la vie au moment où un pirate levait le bras pour l'égorger. Dès que le capitaine vit le général dans l'impossibilité de faire un mouvement, il poussa un cri de joie, et sans songer à étancher le sang qui coulait de 2 blessures qu'il avait reçues, il bondit comme un tigre par-dessus le corps de son ennemi qui se tordait impuissant à ses pieds et pénétra dans la tente. Elle était vide. Doña Luz avait disparu. Le capitaine fut atterré. Que pouvait être devenue la jeune fille ? La tente était petite, presque dénuée de meubles. Il était impossible de s'y cacher. Un lit à demi défait prouvait qu'au moment de la surprise, Doña Luz reposait, tranquillement. Elle s'était évanouie comme un sylphe, sans laisser de traces de sa fuite. Fuite incompréhensible pour le pirate, puisque le camp avait été envahi par tous les côtés à la fois. Comment une jeune fille, réveillée en sursaut, aurait-elle eu assez d'audace et de présence d'esprit pour fuir aussi prestement et passer inaperçue au milieu des vainqueurs, dont le premier soin avait été de garder toutes les issues ? Le capitaine cherchait en vain le mot de cette énigme. Il frappait du pied avec colère, sondait avec la pointe de son poignard les ballots qui auraient pu offrir un abri provisoire à la fugitive. Tout restait sans résultat. Convaincu enfin que ses recherches dans la tente n'aboutiraient à rien, il se précipita au dehors, rôdant çà et là comme une bête fauve, persuadé que si par un miracle elle avait réussi à s'échapper, seule, la nuit, à demi vêtue, égarée dans le désert, il retrouverait facilement ses traces. Cependant, le pillage continuait avec une célérité et un ordre dans le désordre qui faisaient honneur aux connaissances pratiques des pirates. Les vainqueurs, fatigués de tuer et de voler, défonçaient avec leurs poignards les outres pleines de mescal et faisaient succéder l'orgie au vol et au meurtre. Tout à coup, un cri strident et formidable résonna à peu de distance, et une grêle de balles vint en crépitant s'abattre sur les bandits. Ceux-ci, surpris à leur tour, sautèrent sur leurs armes en cherchant à se rallier. Au même instant, une masse d'Indiens apparut, bondissant comme des jaguars au milieu des ballots, suivis de près par une troupe de chasseurs, à la tête desquels marchaient le cœur loyal, Belle Humeur et l'Élan Noir. La position devenait critique pour les pirates. Le capitaine, rappelé à lui-même par le péril que couraient ses gens, quitta à regret la recherche infructueuse à laquelle il se livrait, et groupant ses hommes autour de lui, il enleva les 2 seuls prisonniers qu'il avait faits, c'est-à-dire le général et son domestique nègre,
et profitant habilement du tumulte inséparable d'une irruption comme celle des Alliés, il ordonna à ses hommes de se disperser dans toutes les directions afin d'échapper plus facilement aux coups de leurs adversaires. Après une décharge à bout portant, qui causa une certaine hésitation parmi les assaillants, les pirates s'envolèrent comme une nuée d'ourubous immondes et disparurent dans la nuit. Mais en fuyant, le capitaine resté le dernier, pour soutenir la retraite, ne laissa pas, tout en glissant le long des rochers, de chercher encore, autant que cela lui fut possible dans la précipitation de sa fuite, les traces de la jeune fille. Mais il ne put rien découvrir. Le capitaine désappointé se retira, la rage au cœur, en roulant dans sa tête les plus sinistres projets. Le cœur loyal, averti par l'éclaireur indien et surtout par le récit du docteur de l'attaque tentée sur le camp, s'était remis de suite en marche, afin de porter le plus tôt possible secours aux Mexicains. Malheureusement, malgré la célérité de leur course, les trappeurs et les Comanches étaient arrivés trop tard pour sauver la caravane. Lorsque les chefs de l'expédition se furent assurés de la fuite des pirates, la Tête d'Aigle et ses guerriers se lancèrent sur leur piste. Resté seul maître du camp, le cœur loyal ordonna une battue générale dans les halliers voisins et les hautes herbes, que les bandits n'avaient pas eu le temps d'explorer en détail, car ils s'étaient à peine emparés du camp qu'ils en avaient été débusqués. Cette battue amena à la découverte de Phébé, la jeune servante de Donialus, et de 2 lanceros qui s'étaient réfugiés dans le tronc d'un arbre, et qui arrivèrent plus morts que vifs, conduits par l'élan noir et quelques chasseurs, qui tâchaient en vain de les rassurer et de leur rendre courage. Les pauvres diables se croyaient aux mains des pirates. Le cœur loyal eut des peines infinies à leur faire comprendre que les gens qu'ils voyaient étaient des amis, arrivés trop tard, il est vrai, pour les secourir, mais qui ne voulaient leur faire aucun mal. Dès qu'ils furent assez rassurés pour reprendre un peu de sang-froid, le cœur loyal entra avec eux dans la tente et leur demanda le récit succinct des événements. La jeune métisse, qui aussitôt qu'elle avait vu à qui elle avait affaire, avait d'un seul coup reconquis toute son assurance, et qui du reste avait reconnu le cœur loyal, ne se fit pas prier pour babiller. En quelques minutes, elle mit le chasseur au courant des faits terribles dont elle avait été spectatrice. « Ainsi, lui demanda celui-ci, le capitaine Aguilar a été tué ? » « Hélas, oui, » répondit la jeune fille, avec un soupir de regret à l'adresse du pauvre officier. « Et le général ? » ?»« Oh, pour le général, » dit vivement la métisse, « il s'est défendu comme un lion. Il n'est tombé qu'après une résistance héroïque. »« Il est mort ?» demanda le cœur loyal, avec une pénible émotion. « Oh non !» fit-elle vivement. « Il est seulement blessé. J'ai vu passer les bandits qui le portaient. Je crois même que ses blessures sont légères, tant les ladrons le ménageaient pendant le combat. »« Tant mieux, » dit le chasseur, et il baissa la tête d'un air pensif. Puis au bout d'un instant, il ajouta, en hésitant et avec un léger tremblement dans sa voix. « Votre jeune maîtresse, qu'est-elle devenue ?»« Ma maîtresse ? Donialus ? » ?»« Oui, Donialus. C'est ainsi, je crois, qu'elle se nomme. Je donnerais beaucoup pour avoir de ses nouvelles et la savoir en sûreté. »« Elle y est, puisqu'elle se trouve près de vous, » dit une voix harmonieuse. Et Donialus apparut, pâle encore des émotions poignantes qu'elle avait éprouvées, mais calme, le sourire aux lèvres et le regard brillant. Les assistants ne purent réprimer un mouvement de stupéfaction à l'apparition imprévue de la jeune femme. « Oh, Dieu soit béni !» s'écria le chasseur. « Notre secours n'a donc pas été complètement inutile ?» ?»« Non, » répondit-elle gracieusement, et elle ajouta avec tristesse, tandis qu'une teinte de mélancolie voilait ses traits. « Maintenant que j'ai perdu celui qui me servait de père, je viens vous demander votre protection, caballero. »« Elle vous est acquise, madame, » dit-il avec chaleur. « Quant à votre oncle, oh, comptez sur moi, je vous le rendrai. Dussé-je payer de ma vie cette entreprise. Vous savez, ajouta-t-il, que ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que je vous suis dévoué. » La première émotion calmée, on voulut apprendre comment la jeune fille avait réussi à se soustraire aux recherches des pirates. Donialus fit le récit bien simple de ce qui était arrivé. La jeune fille s'était jetée toute vêtue sur son lit,
L'inquiétude la tenait éveillée. Un secret pressentiment l'avertissait de se tenir sur ses gardes. Aux cris poussés par les pirates, elle s'était levée avec épouvante, et du premier coup d'œil avait reconnu que toute fuite était impossible. En jetant un regard effaré autour d'elle, elle avait aperçu quelques vêtements jetés en désordre dans un hamac, et pendant au dehors. Alors, une idée qui lui parut venir du ciel traversa son cerveau, comme un éclair lumineux. Elle se glissa sous ses vêtements, et se faisant aussi petite que possible, elle se blottit au fond du hamac sans déranger le désordre des habits. Dieu avait permis que le chef des bandits, en cherchant de tous les côtés, ne songeât pas à plonger la main dans ce hamac qui paraissait vide. Sauvée par ce hasard, elle était restée blottie ainsi, 1 heure, dans des transes impossibles à exprimer. L'arrivée des chasseurs et la voix de Cœur Loyal, qu'elle avait de suite reconnue, lui avait rendu l'espoir. Elle était sortie de sa cachette et avait impatiemment attendu le moment favorable pour se présenter. Les chasseurs furent émerveillés de ce récit si simple et en même temps si émouvant. Ils félicitèrent franchement la jeune fille sur son courage et sa présence d'esprit, qui seule l'avait sauvée. Lorsqu'un peu d'ordre eut été rétabli dans le camp, le Cœur Loyal se rendit près de Doña Luz. « Madame, lui dit-il, le jour ne va pas tarder à apparaître. Lorsque vous aurez pris quelques heures de repos, je vous conduirai près de ma mère, qui est une sainte femme. Quand elle vous connaîtra, je ne doute pas qu'elle vous aimera comme sa fille. Puis dès que vous serez en sûreté, je m'occuperai de vous rendre votre oncle. » Sans attendre les remerciements de la jeune fille, il s'inclina respectueusement devant elle et sortit de la tente. Quand il eut disparu, Doña Luz soupira et se laissa tomber, pensive, sur un siège. Chapitre 8. La caverne du ver de gris. 2 jours s'étaient écoulés depuis les événements rapportés dans notre précédent chapitre. Nous conduirons le lecteur entre 3 et 4 heures de l'après-dînée dans la grotte découverte par Belle Humeur et dont le Cœur Loyal avait fait son habitation de prédilection. L'intérieur de la caverne, éclairé par de nombreuses torches de ce bois, que les Indiens nomment bois-chandelle et qui brûlait, fiché de distance en distance dans les parois des rochers, présentait l'aspect d'une halte de bohémiens ou d'un campement de bandits, au gré de l'étranger, qui par hasard aurait été admis à la visiter. Une quarantaine de trappeurs et de guerriers comanches étaient disséminés çà et là. Les uns dormaient, les autres fumaient, d'autres nettoyaient leurs armes ou réparaient leurs vêtements. Quelques-uns, devant 2 ou 3 feux sur lesquels étaient suspendues des chaudières ou rôtissaient d'énormes quartiers de venaison, préparaient le repas de leurs compagnons. À chaque issue de la grotte, 2 sentinelles immobiles, mais l'œil et l'oreille au guet, veillaient silencieusement au salut commun. Dans un compartiment séparé naturellement par un bloc de rocher qui faisait saillie, 2 femmes et un homme, assis sur des sièges grossièrement taillés à coups de hache, causaient à voix basse. Les 2 femmes étaient Doña Luz et la mère du Cœur Loyal. L'homme qui les regardait en fumant sa cigarette en paille de maïs et en se mêlant parfois à la conversation par une interjection arrachée soit à la surprise, soit à l'admiration, soit à la joie, était No Eusebio, le vieux serviteur espagnol, dont nous avons souvent parlé dans le cours de ce récit. À l'entrée de ce compartiment, qui formait une espèce de chambre séparée dans la caverne, un autre homme se promenait de long en large, les mains derrière le dos, en sifflotant entre ses dents, un air qu'il composait probablement au fur et à mesure. Celui-là était l'élan noir. Le Cœur Loyal, la tête d'aigle et Belle Humeur étaient absents. La conversation des 2 femmes paraissait beaucoup les intéresser. La mère du chasseur échangeait souvent des regards significatifs avec son vieux serviteur, qui avait laissé éteindre sa cigarette, et la fumait machinalement ainsi, sans s'en apercevoir. « Oh !» dit la vieille dame, en joignant les mains avec ferveur et en levant les yeux au ciel. « Le doigt de Dieu est dans tout ceci. »« Oui, » répondit Noé Eusebio avec conviction. « C'est lui qui a tout fait. »« Et dites-moi, mignonne, depuis 2 mois que vous êtes en voyage, jamais votre oncle le général ne vous a laissé entrevoir, soit par ses paroles, soit par ses actions, soit par ses démarches, le but de cette expédition ? »
Jamais, répondit Donialus. C'est étrange, murmura la vieille dame. Étrange, en effet, répéta No Eusebio, qui s'obstinait à faire sortir de la fumée de sa cigarette éteinte. Mais enfin, reprit la mère du cœur loyal, depuis son arrivée dans les prairies, à quoi votre oncle passait-il son temps? Pardonnez-moi, mon enfant, ces questions qui doivent vous surprendre, mais qui ne sont nullement dictées par la curiosité. Plus tard, vous me comprendrez, vous connaîtrez alors que le vif intérêt que vous m'inspirez me porte seul à vous interroger. Je n'en doute pas, madame, répondit Donialus avec un sourire charmant. Aussi ne ferai-je aucune difficulté de vous répondre. Mon oncle, depuis notre arrivée dans les prairies, était triste et préoccupé. Il recherchait la société de ces hommes habitués à la vie du désert. Lorsqu'il en rencontrait un, il restait de longues heures à causer avec lui et à l'interroger. Et sur quoi l'interrogeait-il, mon enfant? Vous le rappelez-vous? Oh mon Dieu, madame, je vous avouerai à ma honte, répondit la jeune fille en rougissant légèrement, que je ne prêtais pas grande attention à ces conversations, qui, je le pensais du moins, ne devaient m'intéresser que fort peu. Moi, pauvre enfant, dont jusqu'ici la vie s'est écoulée, triste et monotone, et qui n'ai vu le monde qu'au travers des grilles de mon couvent, j'admirais la nature grandiose qui avait comme par enchantement surgi devant moi. Je n'avais pas assez d'yeux pour contempler ces merveilles, et j'adorais le Créateur dont la puissance infinie m'était révélée tout à coup. C'est vrai, cher enfant. Pardonnez-moi ces questions qui vous fatiguent et dont vous ne pouvez saisir la portée, dit la bonne dame en la baisant au front. Si vous le désirez, nous parlerons d'autre chose. Comme il vous plaira, madame, répondit la jeune fille en lui rendant son baiser. Je suis heureuse de causer avec vous, et quelque sujet que vous choisissez, j'y trouverai toujours un grand intérêt. Mais nous bavardons, et nous ne songeons pas à mon pauvre fils, qui est absent depuis ce matin, et qui, d'après ce qu'il m'avait dit, devrait déjà être de retour. Oh, pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé, s'écria Donialus avec effroi. Vous vous intéressez donc bien à lui? Demanda en souriant la vieille dame. Ah, madame, répondit-elle avec émotion, tandis que son visage se colorait d'une vive rougeur. Peut-il en être autrement, après les services qu'il nous a rendus et ceux qu'il nous rendra encore? J'en suis certaine. Mon fils vous a promis de délivrer votre oncle. Soyez persuadée qu'il accomplira sa promesse. Oh, je n'en doute pas, madame. Quel noble et grand caractère, s'écria-t-elle avec exaltation. Comme il est bien nommé, le cœur loyal. La vieille dame et Noé Eusebio la considérèrent en souriant. Ils étaient heureux de l'enthousiasme de la jeune fille. Donialus s'aperçut de l'attention avec laquelle il la regardait. Elle s'arrêta, confuse, et baissa la tête en rougissant encore davantage. « Oh » dit la vieille dame, en lui prenant la main. « Vous pouvez continuer, mon enfant. Je suis charmée de vous entendre parler ainsi de mon fils. Oui, ajouta-t-elle avec mélancolie, et comme s'adressant à elle-même. Oui, c'est un grand et noble caractère que le sien. Comme toutes les natures d'élite, il est méconnu, mais patience. Dieu l'éprouve. Un jour viendra où justice lui sera rendue à la face de tous. Serait-il malheureux? Hasarda timidement la jeune fille. Je ne dis pas cela, mon enfant, répondit la pauvre mère avec un soupir étouffé. Dans ce monde, qui peut se flatter d'être heureux? Chacun a ses peines qu'il doit porter. Le Tout-Puissant mesure le fardeau, suivant les forces de chaque homme. Un certain mouvement s'opéra dans la grotte. Plusieurs hommes entrèrent. « Voici votre fils, madame, » dit l'élan noir. « Merci, mon ami, » répondit-elle. « Ah, tant mieux » fit Donialus en se levant avec joie. Mais honteuse de ce mouvement inconsidéré, la jeune fille se laissa retomber confuse et toute rougissante sur son siège. C'était en effet le cœur loyal qui arrivait. Mais il n'était pas seul. Belle Humeur et la Tête d'Aigle l'accompagnaient, ainsi que plusieurs trappeurs. Aussitôt dans la grotte, le jeune homme se dirigea à grands pas vers le réduit où sa mère se tenait. Il la baisa au front, se tournant ensuite vers Donialus, il la salua avec un certain embarras qui ne lui était pas naturel et que la vieille dame remarqua. La jeune fille lui rendit un salut non moins embarrassé que le sien. « Eh bien, dit-il d'un air enjoué, vous êtes-vous bien ennuyée en m'attendant, mes nobles prisonnières?
Le temps a dû vous sembler horriblement long dans cette grotte. Pardonnez-moi de vous avoir relégué dans cette hideuse demeure, Dona Luz, vous qui êtes faite pour habiter de splendides palais. Hélas, c'est la plus magnifique de mes habitations. Près de la mère de celui qui m'a sauvé la vie, monsieur, répondit la jeune fille avec noblesse. Je me trouve logée comme une reine, quel que soit le lieu qu'elle habite. Vous êtes 1000 fois trop bonne, madame, balbutia le chasseur. Vous me rendez réellement confus. Eh bien, mon fils, interrompit la vieille dame, dans l'intention évidente de donner un autre tour à la conversation, qui commençait à devenir difficile pour les deux jeunes gens. Qu'avez-vous fait aujourd'hui? Avez-vous de bonnes nouvelles à nous donner? Dona Luz est on ne peut plus inquiète de son oncle. Elle brûle de le revoir. Je comprends l'inquiétude de madame, répondit le chasseur. J'espère bientôt la calmer. Nous n'avons pas fait grand-chose aujourd'hui. Il nous a été impossible de retrouver la piste des bandits. C'est à se briser la tête de colère. Heureusement qu'à notre retour, à quelques pas de la grotte, nous avons rencontré le docteur, qui, selon sa louable habitude, cherchait des herbes dans les fentes des rochers. Il nous a dit avoir vu rôder un homme à mine suspecte aux environs. Aussitôt, nous nous sommes mis en chasse. En effet, nous n'avons pas tardé à découvrir un individu dont nous nous sommes emparés et que nous amenons avec nous. « Vous voyez, monsieur, dit Dona Luz d'un petit air mutin, que c'est bon à quelque chose de chercher des herbes. Ce cher docteur vous a, selon toute apparence, rendu un grand service. » Sans le vouloir, fit en riant le cœur loyal. « Je ne dis pas le contraire, répondit la jeune fille en badinant, mais il n'en existe pas moins. C'est aux herbes que vous le devez. La recherche des herbes a du bon, je dois en convenir, mais chaque chose en son temps, sans reproche. Le docteur n'a pas su toujours aussi bien le choisir. » Malgré la gravité des faits auxquels ces paroles faisaient allusion, les assistants ne purent réprimer un sourire aux dépens du malencontreux savant. « Allons, allons, dit Dona Luz. Je ne veux pas que l'on attaque mon pauvre docteur. Il a été assez puni de son oubli par le profond chagrin qui le mine depuis ce jour néfaste. Vous avez raison, madame. Je n'en parlerai plus. Maintenant, je vous demande la permission de vous quitter. Mes compagnons meurent littéralement de faim. Les braves gens m'attendent pour prendre leur repas. Mais, demanda Noé Eusebio, l'homme que vous avez arrêté, que voulez-vous en faire? Je ne le sais pas encore. Aussitôt après avoir mangé, je compte l'interroger. Probablement, ses réponses dicteront ma conduite à son égard. Les chaudières furent retirées du feu, les quartiers de venaison coupés par tranches, les trappeurs et les Indiens s'assirent fraternellement auprès les uns des autres et mangèrent de bon appétit. Les dames seules furent servies à part dans leur réduit, par Noé Eusebio qui remplissait les fonctions délicates de maître d'hôtel, avec un soin et un sérieux dignes d'une scène plus convenable. L'homme arrêté aux abords de la grotte avait été placé sous la surveillance de 2 solides trappeurs, armés jusqu'aux dents, qui ne le quittaient pas de l'œil. Mais cet individu ne semblait nullement songer à s'échapper. Il faisait au contraire vigoureusement honneur aux aliments qu'on avait eu l'attention de déposer devant lui. Dès que le repas fut terminé, les chefs se retirèrent à l'écart, causèrent entre eux à voix basse pendant quelques minutes. Puis, sur ordre du cœur loyal, le prisonnier fut amené et l'on se prépara à procéder à son interrogatoire. Cet homme, que l'on avait à peine regardé jusque-là, fut immédiatement reconnu dès qu'il se trouva en face des chefs qui ne purent réprimer un geste de surprise. « Le capitaine Ouakteno » murmura le cœur loyal avec étonnement. « Moi-même, messieurs, » répondit le pirate avec une ironie hautaine. « Qu'avez-vous à me demander? Me voici prête à vous répondre. » Chapitre 9. Diplomatie. C'était une audace inouïe de la part du capitaine, après ce qui s'était passé, de venir ainsi se livrer sans résistance possible aux mains de gens qui n'hésiteraient pas à tirer de lui une éclatante vengeance. Aussi, les chasseurs étaient-ils épouvantés de la démarche du pirate et commençaient-ils à soupçonner un piège,
Leur surprise augmentait à mesure qu'ils réfléchissaient à la gravité de la démarche tentée par le pirate. Ils comprenaient parfaitement que s'il l'avait arrêté, c'est qu'il avait voulu se laisser prendre, qu'il avait probablement un intérêt puissant à agir ainsi, surtout après le soin qu'il avait mis à dérober sa piste à tous les yeux, et à trouver un repère tellement impénétrable que les Indiens eux-mêmes, ces fins limiers que rien ordinairement ne peut dévoyer, avaient renoncé à le chercher plus longtemps. Que venait-il faire, au milieu de ses plus implacables ennemis? Quelle raison assez forte avait pu l'engager à commettre l'imprudence de se livrer lui-même? Voilà ce que se demandaient les trappeurs, en le considérant avec cette curiosité et cet intérêt que l'on est malgré soi forcé d'accorder à l'homme intrépide qui accomplit une action téméraire, quelle que soit d'ailleurs sa moralité. « Monsieur, » lui dit le cœur loyal au bout d'un instant, « puisque vous vous êtes remis entre nos mains, vous ne refuserez sans doute pas de répondre aux questions que nous jugerons convenable de vous adresser. » Un sourire d'une expression indéfinissable glissa sur les lèvres pâles et minces du pirate. « Non seulement, répondit-il d'une voix calme et parfaitement accentuée, je ne refuserai pas de vous répondre, messieurs, mais encore, si vous le permettez, j'irai au-devant de vos questions en vous disant moi-même spontanément tout ce qui s'est passé. Ce qui pour vous éclaircira, j'en suis sûr, bien des faits qui sont restés obscurs et que vainement vous avez cherché à vous expliquer. » Un murmure de stupéfaction parcourut les rangs des trappeurs, qui peu à peu s'étaient rapprochés et écoutaient avec attention. Cette scène prenait des proportions étranges. Elle promettait de devenir on ne peut plus intéressante. Le cœur loyal réfléchit un instant, puis s'adressant au pirate, « Faites, monsieur, » dit-il, « nous vous écoutons. » Le capitaine s'inclina, puis d'un accent railleur, il commença son récit. Lorsqu'il fut arrivé à la prise du camp, il continua ainsi. « C'était bien joué, n'est-ce pas, messieurs ? Certes, vous ne devez avoir que des compliments à m'adresser, vous qui êtes passés maître en pareille matière. Mais il est une chose que vous ignorez et que je vais vous dire. La prise des richesses du général mexicain n'était pour moi que d'une importance secondaire. J'avais un autre but, et ce but, je vais vous le faire connaître. Je voulais m'emparer de Doña Luz. Depuis Mexico, je suivais pas à pas la caravane. J'avais corrompu leur guide-chef, le babillard, ancienne affidée à moi. Abandonnant à mes compagnons l'or et les bijoux, je n'exigeais que la fille. « Eh, mais vous avez manqué votre but, il me semble » interrompit Belle Humeur avec un sourire sardonique. « Vous croyez » répondit l'autre avec un aplomb imperturbable. « Au fait, vous avez raison, j'ai pour cette fois manqué mon but, mais tout n'est pas dit encore, et peut-être n'échouerai-je pas toujours. » Vous parlez ici au milieu des 150 meilleurs rifles de la prairie, de ce projet odieux, avec autant de confiance que si vous étiez en sûreté au milieu de vos bandits, cachés au fond de l'un de vos repères les plus ignorés, capitaine. Ceci est une grande imprudence, ou bien une outrecuidance rare, dit sévèrement le cœur loyal. Ben, le péril n'est pas aussi grand pour moi que vous voulez me le faire croire. Vous savez que je ne suis pas un homme facile à intimider. Ainsi, trêve de menaces, et raisonnons, s'il vous plaît, comme des hommes sérieux. Nous tous, chasseurs, trappeurs et guerriers indiens, réunis dans cette grotte, nous sommes en droit, agissant au nom de notre sûreté commune, de vous appliquer la loi des frontières, œil pour œil, dent pour dent, comme atteints et convaincus. Même par vos propres aveux de vol, de meurtre et de tentative de rapt, cette loi, nous allons vous l'appliquer immédiatement. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Chaque chose en son temps, cœur loyal. Bientôt nous nous occuperons de ceci. Mais d'abord, terminons, je vous prie, ce que j'avais à vous dire. Soyez tranquille. Ce ne sont que quelques minutes de retard. Moi-même, je reviendrai à cette question que vous paraissez avoir tant de cœur à vider. En vous installant de votre autorité privée, juge dans ce désert.
Cette loi est aussi ancienne que le monde. Elle émane de Dieu lui-même. C'est un devoir pour tous les honnêtes gens de courir sus à une bête fauve lorsqu'elle se rencontre sur leur passage. Cette comparaison n'est pas flatteuse, répondit le pirate sans s'émouvoir. Mais je ne suis point susceptible. Je ne m'en formaliserai pas. Voulez-vous une fois pour toutes me laisser parler ? Parlez donc, et que cela finisse. C'est justement ce que je demande. Écoutez-moi donc. Dans ce monde, chacun comprend la vie à sa façon, les uns largement, les autres d'une manière étroite. Moi, mon rêve est de me retirer dans quelques années d'ici, au fond de l'une de nos belles provinces mexicaines, avec une modeste aisance. Vous voyez que je ne suis pas ambitieux. Il y a quelques mois, à la suite de plusieurs affaires assez lucratives que j'avais heureusement terminées dans les prairies, par mon courage et mon adresse, je me trouvai à la tête d'une somme assez ronde, que, suivant mon habitude, je me résolus de placer, afin de me procurer plus tard la modeste aisance dont je vous ai parlé. Je me rendis à Mexico, pour remettre mes fonds à un honorable banquier français établi dans cette ville, qui me les fait valoir et que je vous recommande dans l'occasion. « Que nous apporte ce verbiage ?» interrompit avec violence le cœur loyal. « Vous moquez-vous de nous, capitaine ?»« Pas le moins du monde. » Je continue. À Mexico, le hasard me permit de rendre à Don Yalos un service assez important. « Vous ?» fit le cœur loyal avec colère. « Pourquoi pas ?» reprit l'autre. « Du reste, l'affaire est bien simple. Je la délivrai des mains de 4 bandits, en train de la dévaliser consciencieusement. Je la vis, et j'en devins éperdument amoureux. « Monsieur !» fit le chasseur, en rougissant de dépit, « ceci passe les bornes. Donia Luz est une jeune fille dont on ne doit parler qu'avec le plus profond respect. Je ne souffrirai pas qu'on l'insulte devant moi. »« Nous sommes absolument du même avis, » reprit l'autre en goguenardant. « Mais il n'en est pas moins vrai que j'en devins amoureux. Je pris adroitement des renseignements, j'appris qui elle était, le voyage qu'elle devait faire, et jusqu'à l'époque de son départ, je jouais de bonheur, comme vous voyez. Alors, mon plan fut fait. Plan qui, comme vous le disiez fort bien tout à l'heure, a complètement échoué, mais auquel, pourtant, je ne renonce pas encore. Nous tâcherons d'y mettre bon ordre. Et vous ferez bien, si vous le pouvez. Cette fois vous avez fini, j'imagine. Pas encore, s'il vous plaît. Mais à présent, pour ce qui me reste à dire, la présence de Donia Luz est indispensable. C'est d'elle seule que dépend la réussite de ma mission auprès de vous. Je ne vous comprends pas. Il est inutile que vous me compreniez en ce moment. Mais rassurez-vous, cœur loyal, vous aurez bientôt le mot de l'énigme. Pendant cette longue discussion, le pirate n'avait pas un instant perdu cette tranquillité d'esprit, cette physionomie narquoise, cet accent railleur et cette liberté de manière qui confondaient les chasseurs. Il ressemblait bien plutôt à un gentilhomme en visite chez des voisins de campagne qu'à un prisonnier sur le point d'être fusillé. Il ne semblait pas se soucier le moins du monde du péril qu'il courait. Dès qu'il eut fini de parler, tandis que les trappeurs se consultaient à voix basse, il s'occupa à tordre une cigarette de maïs, qu'il alluma et fuma tranquillement. Donia Luz, reprit le cœur loyal avec une impatience mal déguisée, n'a rien à voir dans ces débats. Sa présence n'est pas nécessaire. Vous vous trompez du tout au tout, cher monsieur, répondit littéralement le pirate en lâchant une bouffée de fumée. Elle est indispensable, voilà pourquoi. Vous comprenez parfaitement, n'est-ce pas, que je suis un trop fin renard pour me livrer comme cela entre vos mains de gaieté de cœur. Si je n'avais pas derrière moi quelqu'un dont la vie réponde de la mienne, ce quelqu'un est l'oncle de la jeune fille. Si je ne suis pas à minuit dans mon repère, ainsi que vous me faites l'honneur de le nommer, au milieu de mes braves compagnons, à minuit 10 minutes précises, l'honorable gentilhomme sera fusillé sans rémission. Un frémissement de colère parcourut les rangs des chasseurs. « Je sais fort bien, » continua le pirate, « que vous, personnellement, vous vous souciez très médiocrement de la vie du digne général,
et que vous la sacrifierez généreusement en échange de la mienne. Mais heureusement pour moi, Donia Luz, j'en suis convaincu, n'est pas de votre avis, et attache un grand prix à l'existence de son oncle. Soyez donc assez bon pour la prier de venir, afin qu'elle puisse entendre la proposition que j'ai à lui faire. Le temps se passe. La route est longue d'ici à mon campement. Si j'arrivais trop tard, vous seul seriez responsable des malheurs que causerait ce retard involontaire. « Me voici, monsieur !» dit en se présentant Donia Luz, qui, caché au milieu de la foule, avait entendu tout ce qui s'était dit. Le pirate jeta sa cigarette à demi consumée, s'inclina avec courtoisie devant la jeune fille et la salua avec respect. « Je suis heureux, madame, lui dit-il, de l'honneur que vous daignez me faire. »« Trêve de compliments ironiques, monsieur. Je vous écoute. Qu'avez-vous à me dire ?»« Vous me jugez mal, madame, » répondit le pirate. « Mais j'ai l'espoir de me réhabiliter plus tard, à vos yeux. Ne me reconnaissez-vous donc pas? Je croyais avoir laissé dans votre esprit un meilleur souvenir. »« Il est possible, monsieur, que j'ai gardé pendant un certain temps un bon souvenir de vous, » répondit avec émotion la jeune fille. « Mais après ce qui s'est passé il y a quelques jours, je ne puis plus voir en vous qu'un malfaiteur. » »« Le mot est rude, madame. »« Pardonnez-le, je vous prie, monsieur, s'il peut vous blesser. Mais je ne suis pas encore complètement remise des terreurs que vous m'avez causées. Terreurs que votre démarche d'aujourd'hui redouble encore au lieu de les diminuer. Veuillez donc sans plus tarder me faire connaître vos intentions. » »« Je suis désespéré d'être aussi mal compris de vous, madame. N'attribuez, je vous en supplie, tout ce qui est arrivé qu'à la violence de la passion que j'ai éprouvée, croyez. »« Monsieur, vous m'insultez !» interrompit la jeune fille en se redressant avec hauteur. « Que peut-il y avoir de commun entre moi et un chef de bandits ?» À cette sanglante insulte, une rougeur fébrile envahit le visage du pirate. Il mordit sa moustache avec colère, mais faisant un effort sur lui-même, il refoula au fond de son cœur les sentiments qui l'agitaient et répondit d'une voix calme et respectueuse. « Soit, madame, accablez-moi. Je l'ai mérité. »« Est-ce donc pour me débiter ces lieux communs que vous avez exigé ma présence, monsieur ? En ce cas, vous trouverez bon que je me retire. Une fille de mon rang n'est pas habituée à de telles manières, ni à prêter l'oreille à de tels discours. » Elle fit un mouvement pour rejoindre la mère du cœur loyal, qui de son côté s'avança vers elle. « Un instant, madame !» s'écria le pirate avec violence. « Puisque vous méprisez mes prières, écoutez mes ordres. »« Vos ordres ?» rugit le chasseur en bondissant jusqu'à lui. « Avez-vous oublié où vous êtes, misérable ?»« Allons, trêve de menaces, mes maîtres !» reprit le pirate d'une voix éclatante en croisant les bras sur sa poitrine, redressant la tête et lançant un regard de suprême dédain aux assistants. « Vous savez bien que vous ne pouvez rien contre moi, que pas un cheveu ne tombera de ma tête. »« C'en est trop !» s'écria le chasseur. « Arrêtez, cœur loyal !» dit Donia Luz en se plaçant devant lui. « Cet homme est indigne de votre colère. Je le préfère ainsi. Il est bien dans son rôle de bandit. Au moins, il a jeté le masque. »« Oui, j'ai jeté le masque, » s'écria le pirate avec rage. « Écoutez-moi donc, folle jeune fille. Dans 3 jours, je reviendrai. Vous voyez que je suis bon, » ajouta-t-il avec un sourire sinistre. « Je vous donne le temps de réfléchir. Si alors vous ne consentez pas à me suivre, votre oncle sera livré à la plus atroce torture. Comme dernier souvenir de moi, je vous enverrai sa tête. »« Un monstre !» s'écria la jeune fille avec désespoir. « Allons donc, » dit-il en haussant les épaules avec un ricanement de démon. « Chacun fait l'amour à sa façon. J'ai juré que vous seriez ma femme. » Mais la jeune fille ne pouvait plus l'entendre. Vaincue par la douleur, elle était tombée sans connaissance entre les bras de la mère du chasseur et de No Eusebio, qui s'était hâté de l'emporter. « Assez !» fit avec un accent terrible le cœur loyal, en lui posant la main sur l'épaule. « Remerciez Dieu qui permet que vous sortiez sain et sauf de nos mains. » « Dans 3 jours,
À la même heure, vous me reverrez, mes maîtres, dit-il avec dédain. D'ici là, la chance peut tourner, fit Belle Humeur. Le pirate ne répondit que par un ricanement. Puis il sortit de la caverne en haussant les épaules, d'un pas aussi ferme et aussi tranquille, que si rien ne s'était passé d'extraordinaire, sans même daigner se retourner, tant il était certain de l'émotion profonde qu'il avait causée, de l'effet qu'il avait produit. À peine avait-il disparu que par les autres issues de la grotte, Belle Humeur, l'élan noir et la tête d'aigle se lançaient sur sa piste. Le cœur loyal demeura un instant pensif, puis il alla, le visage pâle et le front soucieux, s'informer de l'état dans lequel se trouvait Dona Luz. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et dans cet avant-avant-dernier épisode des Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. On a lu 5 chapitres là, un petit peu exceptionnellement, c'est juste pour que les vlogs lecture soient à peu près équilibrés. On est arrivé à 80% du livre, donc il reste 2 vlogs lecture derrière, et les 2 prochaines vidéos seront un petit peu plus courtes, parce que là, on a lu, attendez, je calcule à la louche, on a lu 25 pages, et pour les 2 prochaines, on va être à peu près à 20 et 20. À peu près. 20-19 en chipotant. Donc ça sera un petit poil plus court. Ça va être à peu près équivalent au vlog lecture habituel. Ma foi, j'aime toujours autant. Après, je pense pas que ça va pas être un livre qui va rester en mémoire, mais je trouve que je passe un bon moment. J'aime bien les descriptions. Je trouve qu'il explique pas mal les coutumes. Gustave Aimard, il explique pas mal les coutumes comanches qui nous sont totalement étrangères. Il nous explique aussi des mots mexicains, donc des mots en espagnol il y avait ladron par exemple. Je crois que c'était voleur, ladron. Parce que si vous voulez, des fois, il met un mot en espagnol et il le traduit directement après par un mot français. Mais je trouve que ça fait pas terrible. Donc des fois je le dis, des fois je le dis pas. Là, je l'avais pas dit parce que je trouvais que ça cassait le truc. Mais bref, je pense que chaque auteur, de toute manière, chaque auteur s'adresse à des lecteurs qui leur sont contemporains. Parce que je pense que même si on a sans doute des auteurs qui voulaient devenir entre guillemets des immortels ou entrer à l'académie ou à l'académie française ou qu'on parle encore d'eux dans 200 ans, techniquement, je pense que dès que la personne elle s'approche un peu du trépas, comme on dit, ça passe un peu au-dessus, hein, clairement. Je pense que déjà le fait de partager ses livres de son vivant, c'est déjà très bien. Mais bref, moi j'aime bien ce petit bouquin là. Ça se lit facilement. Je comprends que ce soit accessible pour. Bon, je le ferai sans doute pas lire à des enfants parce que moi j'ai cru voir sur des critiques sur peut-être Boukno des Babelio qu'il y avait des personnes qui l'avaient lu quand ils avaient 9-10 ans. Je trouve que les tortures de. Enfin, on a quand même des passages un petit peu gore, hein. Enfin, gore, peut-être pas, mais on a des passages un petit peu difficiles, je pense, pour des enfants. Donc, je pense que je le ferai pas lire, moi, avant peut-être des quatrièmes, des trucs comme ça. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais peut-être que maintenant, en fait, on a un petit peu plus le souci de protéger les enfants des contenus, en fait. Je pense qu'on a raison parce que maintenant, les contenus auxquels peuvent accéder des enfants, c'est devenu exponentiel en fait. Ils peuvent accéder à peu près à tout et n'importe quoi sur un téléphone, un ordi, peut-être moins dans une bibliothèque, parce que c'est plus facile à cacher un livre que... Enfin bref. Bref, je retourne à mes petits moutons, à mes chasseurs et mes trappeurs et tout ça. Alors quelque part, je trouve que le pirate là, Wakteno, je vous l'écrirai dans Wakteno dans la description.
parce que c'est un mot peut-être en comanche, donc c'est pas du tout un terme qui nous est familier. Wakteno, ça voulait dire celui qui tue, hein, souvenez-vous. Et je pense qu'effectivement, monsieur est bien installé dans une carrière de criminel, qu'il assume bien ce boulot-là et que il met les mains à la pâte, quoi. Ce qui est pas vraiment le cas du côté de Cœur Loyal, qui, même s'il est trappeur, donc qui va chasser et vendre des peaux de bêtes qu'il a tuées, on n'est pas sur le même truc. On n'est pas sur le même bonhomme. Par contre, je trouve que alors ça, dites-moi si vous avez la même impression ou pas. Mais je trouve que le capitaine, donc Wakteno, il a un petit peu le même type de caractère et de façon de se comporter que la tête d'aigle quand il était méchant, entre guillemets. Je trouve enfin, il y a le côté manipulateur, très sûr de lui. Son but, c'est de son but, il est mauvais en fait. Donc la tête d'aigle, son but c'était la vengeance parce qu'il s'était fait humilier par le cœur loyal et belle humeur et il s'était fait péter le bras. D'ailleurs, son bras guéri, hein, on dirait. Non, il s'était fait péter le bras ou non, il s'était pris une balle. Donc c'était peut-être plus un gros bobo qu'un bras pété. Je me souviens plus exactement. Mais j'ai trouvé que... Enfin, je trouve ils sont un peu le même... Ils sont 1, 2, 3. Ils ont un peu le même type de caractère. Ils sont vraiment à fond sur leur but. Donc la vengeance pour la tête d'aigle à l'époque. Et ravir la jeune fille Donialus pour Wakteno. Par contre, il a quand même le truc un petit peu sympa, entre guillemets, d'essayer de lui laisser éventuellement le choix. Sachant que, à mon avis, vu le caractère de la petite bonne femme, là, de Donialus, s'ils n'arrivent pas à choper son oncle et que l'oncle risque d'y passer, elle va y aller, en fait. Et on retrouve, en fait, le même type de scénario que Cœur Loyal qui devait aller récupérer sa mère avant qu'elle se fasse buter au petit matin. Et là, c'est Donialus qui doit aller récupérer son oncle avant qu'elle se fasse buter au petit matin. Bon, alors, on est un peu dans le même genre de truc, on est un peu dans le même genre de scénario, la menace et compagnie, sur des personnages qui restent positifs. Il y a vraiment les gentils, il y a vraiment les méchants. Euh, à la réflexion, j'ai quand même l'impression que le fait que Cœur Loyal, il ait réussi à convaincre la tête d'aigle qu'ils soient frères, j'ai l'impression que c'est un peu facile. C'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on se dirige vers une fin où tout le monde est heureux et peut-être aussi que Wakteno, qui a l'air quand même si méchant, peut-être qu'il va... Peut-être qu'on va lui filer Phébé, la petite servante là. La servante qui a pas sa langue dans sa poche, entre guillemets, et qui était une petite métisse nord-américaine. Enfin, descendante d'esclaves, quoi. Je me demande si ça peut pas se diriger vers un espèce de happy end pour tout le monde, où Cœur Loyal va finir avec Donialus. Je me demande si le général, c'est pas le père. J'ai vraiment un doute. Mais si c'est le père de Cœur Loyal, bon après ça veut juste dire qu'ils sont cousins, Cœur Loyal et Donialus. Bon, c'est pas hyper recommandé, mais je pense que ça se faisait beaucoup, surtout à l'époque. Et est-ce qu'on se dirige pas vers un espèce de happy end total de ce type? Ils vont évidemment sauver. Pour moi, c'est complètement évident qu'ils vont sauver le général. Il était juste blessé, pas beaucoup. Il avait été protégé. C'est quand même s'il a l'air quand même assez vigoureux encore, c'est quand même quelqu'un qui vieillit. Et je sais pas. Je pense que, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'on va aller vers un happy end total. Peut-être que c'était ce que voulait le public de l'époque, d'avoir dans les romans d'aventure des genres de happy end total. Mais je trouve que c'est sympa. Je m'ennuie pas. Il y a une espèce d'humour aussi à l'intérieur sur
Ah bah maintenant qu'il a ramené ses plantes, là, l'autre docteur, faut pas qu'il refasse ça, hein. Et je crois il y a des trucs que j'ai oublié de... Il y a 1, 2, 3. Il y a des trucs que j'ai dû oublier de la semaine dernière aussi, parce qu'il me semble que le docteur, il était un peu en mauvaise posture aussi. Enfin, il avait été récupéré un peu un peu épuisé, paniqué, pas mangé, tout ça. Donc il y a peut-être des déplacements que j'ai oubliés. Mais bref. Mais bref. Ouais, il est quand même ultra antipathique, je trouve, Wacteno. Je pense qu'on est vraiment sur des bouquins qui sont one shot en plus, donc il va pas y avoir de suite, etc. Mais je pense que c'est quand même le genre de type. Si Donialus réussit à récupérer son oncle et qu'ils vont quelque part à l'abri, il y a moyen qu'il y retourne d'ici quelques mois. Donc je pense vraiment que soit il faut que qu'il soit emprisonné ou qu'on le convainque vraiment que bah en fait non parce qu'elle va épouser Cœur Loyal parce que pour moi c'est vraiment ça. Soit il faut vraiment qu'il meure. Mais je sens gros comme une maison, une espèce de happy end total. Mais il nous reste 8 chapitres, donc 20 pages et 20 pages. Chapitres 10, 11, 12, 13 et 14, 15, 16. Parce que ils vont être un poil plus longs. Je sais pas trop quoi en dire de plus. J'aime bien. J'aime bien le personnage de Donialus parce que je trouve qu'elle a vraiment... bon, elle s'évanouit parce que c'est aussi une petite gamine aussi. Et elle a très peur aussi, hein. Puis elle a pas beaucoup dormi, compagnie, elle a beaucoup d'émotions et elle avait bien repéré aussi cet homme qui l'avait sauvé, donc Wacteno, le capitaine. Ouais, en fait, elle a un peu fait sa girouette, mais elle a que 15 ans. Elle était plus ou moins amoureuse de ce gars-là, mais après, Cœur Loyal, il a fait quelque chose d'encore plus formidable. Surtout que, souvenez-vous, enfin, peut-être je pense qu'elle n'a pas perçu ça. Mais Wacteno, il a... c'était à moitié un espèce de coup monté, le fait de sauver Donialus et la vieille douairière. Parce que c'était ses hommes. Il est hyper manipulateur. Je pense qu'il est encore pire que la tête d'aigle. Et je pense que vu qu'il reste pas beaucoup de chapitres, la tête d'aigle va rester un gentil et un allié de cœur loyal et de belle humeur. Parce qu'en fait, sinon, ça risque, il risque, il risque vraiment quelque chose, je pense. Et ouais, je pense vraiment qu'on se dirige vers une happy end totale. On verra. On verra. Qu'est-ce qui me faisait envie après? Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, qui m'avait fait une suggestion de lire Marie Barton de Elisabeth Gaskell. Donc Elisabeth Gaskell, je crois que c'est une contemporaine des sœurs Brontë et qui était une biographe. Donc soit des sœurs Brontë, soit de Jane Austen. J'ai pas trouvé de traduction d'époque, donc ça va pas être possible. Mais je crois que ce qui... Ouais, Belphégor avait... ou George Sand. Je sais pas encore. Peut-être George Sand, ça va être plus court. George Sand, c'était la petite fadette. Je vais regarder vite fait. La petite fadette de George Sand, c'est un e-book, un e-pub qui fait 125 pages. Et je crois qu'on est à peu près sur une écriture aussi grande que Les Trappeurs. Donc c'est un bouquin qui fait 100 pages de moins. Donc vous voyez, on va être sur quelque chose de court. Donc peut-être bien plutôt La petite fadette de George Sand et Belphégor après. Pourquoi pas. Je verrai si je fais pas une petite pause. Parce que c'est sympa de faire des pauses aussi des fois. Non, en fait, c'est juste que... Enfin, j'ai fait... j'ai essayé de me former un peu... Enfin, c'est pas vraiment de se former en autodidacte parce que c'était à partir de contenu de quelqu'un. Mais j'ai essayé de me former sur de la création de contenu sur Instagram notamment. Je vais me former aussi sur le site internet et la newsletter. Ce qui fait que je bouffe plein de contenu là-dessus et je commence à arriver à saturation, ce qui veut dire qu'il faut que je mette les trucs en application. Mais j'ai pas encore fait newsletter et site internet. Et ce qui fait que je suis un peu fatiguée. Donc
Surtout comme je sais qu'en fait dans les semaines à venir, le truc qui est très cool, c'est que je vais avoir 4 textes normalement à corriger. Donc un qui est urgent, un autre moyennement urgent, les autres c'est plus cool. Mais ça veut dire que je vais être un peu charrette au mois de juin. Donc, peut-être que je ferai une petite pause quand même. On verra. Sachant que là il me reste 2 pour Gustave Aimard. Et il va m'en rester 3. Ouais, c'est ça. Il va rester 3 pour Mérimée. Il va rester, je crois que c'est le naufrage de la Redoute, la Vénus d'Île et Colomba. Sachant que la Redoute, je crois que c'est un texte qui est court. Donc je vais peut-être le mettre en dernier, lui. On verra. Je vous souhaite un très bon dimanche. Peut-être à mercredi ou jeudi ou vendredi, parce que j'ai un peu du mal à tenir mes délais ces temps-ci. J'ai fait une vidéo démesurément longue qui est apparue vendredi, mais je me suis lâchée. Je sais pas si elle était très agréable à écouter parce qu'elle était quand même méga longue. Mais enfin, le challenge m'avait fait rire. Donc je sais pas encore ce que je vous propose mercredi prochain. Ou enfin la semaine prochaine, on verra. On verra si j'ai le temps ou si j'ai la foi. Mais en tout cas, je continuerai quand même les textes que je vous lis le week-end, même si éventuellement il peut y avoir les vidéos du mercredi qui sautent un petit peu si parce que bah, je peux pas inventer des trucs. À moins que je me mette sur du... Enfin, on verra. On verra. On verra, on verra. Je vous souhaite un très bon dimanche. À la semaine prochaine. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Et n'hésitez pas si vous avez des suggestions de lecture. Parce que pareil, au niveau... Je commençais à réfléchir aussi sur des textes courts que je pourrais lire après Mérimée. J'aimerais bien repartir sur du fantastique. J'avais des contes français, donc Ille-et-Vilaine ou Pays Gallo, Écosse. Écosse, je me demandais si c'était pas un petit peu enfant. J'ai Paul Sébillot, mais je sais pas exactement. Et ici j'ai des contes d'Auvergne, des Landes, Bourgogne et j'ai Provence aussi dans la salle. Donc à voir. J'aimerais bien partir sur des contes, mais qui soient peut-être un poil plus... Les contes du Japon, il y avait un regard qui était très occidental pour moi. J'ai un peu de mal à me représenter en fait. Donc c'était un moyennement satisfaisant. Donc à voir. Je vais faire fouiller un petit peu. Allez, très bon dimanche à vous. Salut!